Bon, je vous avertis tout de suite, cette semaine, ou enfin pour cet épisode, on a changé la question du public pour la question du public. Et fidèle à notre habitude, il n'y a pas de préparation. Je vais vous lancer ça tantôt, là. Okay. Quand vous allez vous y attendre le moins, quand vous allez avoir votre garde baissée, je vais vous en lancer une ou deux, on verra. Mais notre formulation a toujours été fautive, dans le fond. C'est dans le sous-texte. Parce qu'on a toujours dit la question du public, mais ça n'a jamais été la question du public. au public. Ouais, c'est ça. Non. Là, ce que tu nous dis, c'est qu'aujourd'hui, ce sera La question véritablement... du public. Ce sera Et véritablement... non pas la question du public. Ce sera la question ou les questions? Ben, j'en ai quelques-unes, là. Mais je commence avec une tout de suite, parce qu'elle est parfaite pour cette introduction. C'est Alex, sur le Tube, qui demande, Alex Larouche, qu'est-ce qui vous a donné la piqûre du journalisme sportif? Pourquoi avoir choisi cette profession? Hein? Ça pourrait être une longue réponse. Ben, allez-y, moi, j'ai tout mon temps. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Avez-vous une autre réponse que c'est arrivé par hasard? Ben non, c'est pas un hasard. Je pense que ça naît... pour moi, ça naît du tabloïd sport de la presse. Mm-hmm. OK? Alors... et du plaisir de lire Richard Etu et Ronald King qui couvraient le Canadien dans les années 80. Alors, je partais à l'école. Richard Etu couvrait le Canadien? Oui. Non. Oui. Avant son départ pour New York. Tu m'en apprends une bonne. Là. Absolument. Je savais pas du tout. Puis, donc, je partais pour l'école avec le tabloïd. Parce que c'était un format, c'était un encart à l'époque. C'est ça. Dans le grand journal. Dans le grand format, oui. Et puis, ça a été... c'est ça. Alors, je savais... Je savais dès le départ que j'avais pas ce qu'il fallait pour me rendre à la Ligue nationale comme joueur. Arrête! Ouais. Même comme journaliste. Alors, mais c'est ça. OK, je pensais que tu faisais une analogie. Okay, alors, je me suis dit, tiens, c'est ce qui va m'intéresser dans le sport, ça va être d'écrire sur le sport. Ça, je suis capable de faire ça. Mais étant donné que écrire ça me venait plus naturellement que de patiner vite, c'est ça. J'ai comme suivi des gens qui m'ont interpellé quand j'avais 8-9 ans environ. Fait que c'est vraiment un rêve d'enfance. Ouais. Moi, tu vois, je suis un peu plus jeune. Excuse. Non, mais j'allais dire, moi, Ronald King, j'adorais les échanges épistolaires. Tu sais, il faisait ça en série, là, il s'écrivait avec des lettres. Robert Duguay. Mais moi, je suis trop jeune pour ça. Ronald King le faisait avec quelqu'un d'autre, mais je ne me rappelle plus. OK. La presse a repris plusieurs fois cette tradition. Oui, tout à fait. Ben, récemment, c'est Yves Boisvert. Yves Boisvert et pas Alexandra, mais... oui, la Streliski. Non, l'autre Streliski. Léa Streliski. Léa. Oui. Pas Alexandra. Heureusement Moi, je me rappelle de Patrick Lagacé et Michel Ouimet qui avaient fait des échanges épistolaires. Ça devait être autour de la fin des années 2000, là, 2008-ish, quand le Canadien... C'est ça qui t'a donné la piqûre du journalisme? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais en même temps, Marc-Antoine, tu as étudié en cinéma, à moins que je... Non, j'ai étudié en littérature. En littérature? Mais tu as toujours été... T'as toujours beaucoup aimé le cinéma, puis il me semble que tu voulais te diriger là-dedans. Non, t'as étudié le cinéma, puis c'est ça que tu voulais faire. Ben, c'est ce qu'il voulait faire, c'est vrai. Oui. Non, mais c'est vrai que j'étais... Ça prend toutes sortes de détours. J'ai taquiné le court-métrage dans une autre vie. Mais en sortant de l'université, je me disais, j'aime écrire puis j'aime le sport. Fait qu'est-ce que je fais? J'écris sur le sport. Ça a été un calcul très, très simple, mais c'est juste qu'il s'est resté en dormance pendant très, très longtemps. Okay. Entre mes 8-9 ans et ma sortie de l'université, je me suis pas posé... C'était pas mon but de dire, je vais devenir journaliste sportif. Moi, j'ai jamais voulu être journaliste sportif, vraiment. J'ai toujours aimé le sport. Moi, j'haïs ça. Mais j'ai jamais pensé à ça. Mais je faisais un peu comme Marc-Antoine, mais je lisais c'était les stats. Je prenais très jeune, là, dès l'âge de 6-7 ans, je prenais la presse puis j'allais directement aux statistiques. Tu les apprenais-tu par cœur? Ouais, parce que moi, la moyenne de Joe Esquette puis d'Andy McGaffigan, je les connaissais. C'était surtout les meilleurs marqueurs, mais je pouvais citer probablement les 20 premiers avec le détail des statistiques et tout ça. Okay. D'ailleurs, quand mon père m'apprenait à compter, ou en tout cas qu'on pratiquait les mathématiques, souvent on le faisait avec des numéros de joueurs de hockey. Là. Donc, ça pratiquait autant la mémoire que le calcul. Ouais. Donc, c'était, je sais pas moi, 2 fois Adam Oates, moins Cam Neely, plus John Van Beesbrook, genre. Puis là, tu fais comment? Okay. Puis aujourd'hui, c'est ça son mot de passe. Ouais. Mais ça marchait super bien parce que comment, intéresser un enfant à l'arithmétique avec une de ses passions. J'étais un lecteur numérique, pour reprendre... c'est bien. Une phrase de François Pérusse, mais le journalisme sportif est arrivé un peu par hasard. Le journalisme me tentait,
pour raconter des histoires, parce que j'ai toujours aimé ça. Autant le faire qu'en lire ou en découvrir, mais le journaliste sportif est arrivé un peu par hasard. Je salue Olivier Arbour qui m'a rapatrié au sport à une autre époque, alors que je faisais de la nouvelle en Abitibi-Témiscamingue. Raconte-nous la fois là, que tu as interviewé Cindy Crawford encore. Non. Je juste me compter ça. Mais oui, tu t'en parles une fois par année. Jamais. À ce micro. C'était dans ma bio Twitter à l'époque. Oui, c'est bon. Ben, très, très Rappelez-vous de la intéressant. fois où j'ai interviewé Cindy Crawford. C'était au Brick C'était pour à un Laval. magasin de meubles. Et ça, c'est tout à fait vrai. Ouais. Bon, est-ce que... Moi, est-ce que c'est par hasard? Je sais pas. Moi, je voulais faire du podcast. Moi, combien de fois je vous ai raconté à ce micro la fois où j'ai commencé à faire du podcast dans mon salon en 2004-2005, alors que personne faisait ça. Oui. Ça n'existait pas encore. Ben, ça existait, mais il y avait le téléphone intelligent n'existait pas. Donc, mais ça existait. Là. Il y avait des gens motivés qui allaient écouter des podcasts sur leur ordinateur. Là. Puis je me disais, Puis comme je regardais déjà... C'était du contenu gratuit. Le hockey, je le regardais déjà. J'avais pas besoin de me... Puis je trouvais qu'il y avait matière à C'est une des rares innover. fois où tu as été visionnaire quand même dans ta vie. Ça. Trop, Parce que tu étais trop en avance. Trop en avance. Trop en avant de la parade. Fait que est-ce que c'est visionnaire? Je suis pas sûr. Mais le cahier des sports de la presse, je dois dire, effectivement, a une grande influence là-dessus. Moi, ça a été important. Jusqu'à temps, jusqu'à aujourd'hui encore. Hein? Ben oui. On devrait toujours, alors... voilà le public, on va toujours voilà prendre, renseigné. voilà. On devrait toujours prendre des questions du public pour faire les ouvertures. Il y en a d'autres, des questions de cet ordre-là. Je vais peut-être les garder. Bon, OK, aujourd'hui, j'ai repris ton titre, Alex, c'est trop bon. Le filet désert du Canadien. C'est trop bon. C'est très fort comme ça. C'est trop bon. Ouais. Parce que si on s'entend, tout le monde a écrit là-dessus. Oui. Meilleur titre. Même moi mieux que les autres. Ben oui, comme d'habitude. Ça va être la guerre prise 2 et trop jeune pour les jeux. C'est tellement OK. Épisode 442. Et aujourd'hui, avec vos deux journalistes affectés aux affaires du hockey, messieurs Marc-Antoine Godin et Alexandre Gascon. Il y a un petit parfum de cabotinage dans le studio. Oui, il va y en avoir un peu, je pense. Mais C'est ça qui arrive, hein? les gars travaillent tard. Quand le chat à Martin n'est pas là, les souris dansent. C'est ça, en plus. Donc, je vous ai présenté, ensemble. Ça, c'est fait. C'était bon, c'était le meilleur bout. Ça, c'est fait. Et je m'appelle Alexandre Coupard. Écoute, est-ce que nos gardiens peuvent jouer meilleur? Oui, c'est le premier qui vont te le dire. C'est sûr, OK? Mais si on va continuer, là, tu veux que si je dise que je veux plus d'arrêt, si tout le monde veut plus d'arrêt, c'est sûr que les gardiens peuvent jouer meilleur, mais je ne blâmerai pas tous ces goalers. Il y a d'autres affaires qui se passent sur la glace qu'on peut les aider beaucoup mieux. Et là-dessus, de quelle manière on peut les aider mieux sur la glace, justement? OK, de mettre des pucks profondes, de pas avoir moins de turnover, de se défendre mieux, de sortir la puck quand elle est à l'entour de la bleue, prendre moins de punitions, bloquer des lancers, pogner les bâtons en avant du net. T'en veux-tu d'autres? C'est bon, OK, on a compris. On salue le retour du confrère Simon-Olivier Lorange, qu'on a entendu dans l'extrait. Et tu disais, c'est ça, il arrive à ce moment-ci de l'année. Moment opportun. Le sens du synchronisme. C'est pas de sa faute. Non. Donc, un Martin Saint-Louis un peu... c'était pas, faut dire, là, c'était quoi, la 4e, 5e question sur les gardiens? Oui. À un moment donné, Martin, dis-le, là, c'est ça que c'est, là. Donc, dis-le, là, et on passera à d'autres choses. Mais il faut le dire, parce que c'est ça que c'est. Et mardi, moi, je trouvais Martin Leclerc. Tu sais, on disait, Martin nous a fait un bon... c'était bon, là, avec les stats. C'était limpide, là, que ça... C'était un problème. Puis moi, je disais, OK, oui, mais en même temps, à l'œil, c'est pas si évident. Là, hier, à l'œil, c'était évident. Puis, je pense que c'est ça, là. C'est pas juste un match, là. Dans le cas de Montembeault, c'est à l'œil, c'est depuis le début de la saison. C'est depuis le début du camp d'entraînement. Alors, il n'y a pas... le nombre de matchs où il a exudé la confiance? Exudé, oui. Exudé. Oui, où il suait la confiance, exact. où il projetait de la confiance. Transpirait. Auprès de ses coéquipiers, puis qui en générait auprès de ses coéquipiers, ils ont été très, très rares.
plus souvent qu'autrement. Ouais. C'est un mauvais but, c'est des déplacements douteux. Moi, quand je regarde le travail d'un gardien, je regarde aussi les arrêts qu'il fait, pas juste les buts qu'il donne, mais la manière dont il arrête des rondelles. Parce que des fois, il y a des petites malchances du côté de l'adversaire, mais des grosses chances de marquer. Tu te dis, ouf, il s'en est fallu de peu pour que le gardien se fasse battre parce qu'il était croche. Ouais. Puis, Il était malheureusement, Samuel Montembeault était battu sur plusieurs lancers depuis le début de la saison. Dans les premiers matchs de la saison, Jacob Dobèche a un peu maintenu le fort, mais lui aussi, sa technique n'est pas encore c'est-à-dire... bien rodée. Là. C'est un très jeune gardien qui a très peu d'expérience. Puis je vais le dire tout de suite au lieu d'attendre la 15e minute, là, mais j'entends beaucoup d'amateurs dire c'est la faute à Martin Saint-Louis parce qu'au moment où Dobèche était hot, s'il n'était pas revenu avec Montembeault puis qu'il était resté avec Dobèche ne se serait pas écroulé. Non, Moi, je trouve que c'est une insulte envers Dobèche que de dire ça parce que c'est de pas croire qu'un gardien a la force mentale de survivre qu'il va devoir patienter un petit peu. T'sais, le Canadien a besoin d'avoir son gardien numéro 1 en forme parce que miser sur une recrue substitut pour passer à travers une saison, c'est très, très rare que ça se produise. Un gardien de 24 ans qui a 26 matchs d'expérience dans la Ligue nationale, qui n'est pas un grand technicien, on le sait, il a d'autres belles qualités, là. C'est impossible de te dire ça va être mon cheval de bataille jusqu'à la fin de la saison, puis c'est lui qui va nous guider en séries éliminatoires. Ça n'arrive presque jamais. Dobèche a eu le même départ l'année dernière quand on l'a rappelé. Il avait gagné ses 5 premiers matchs. Il avait été spectaculaire en Floride, à Dallas, au Colorado, je pense aussi, si ma mémoire m'est fidèle. Le Canadien qui battait toutes ses puissances de la Ligue en bonne partie grâce à lui. C'était magique, c'est magnifique. Il a fait la même chose au mois d'octobre. Puis là, la réalité, il l'a un peu rattrapé. Puis c'est normal. Donc, les hauts et les bas de Jacob Dobèche, c'est une chose. Je pense pas que ce soit inquiétant plus que de raison parce qu'on n'est pas supposé, le CH n'est pas supposé d'avoir à miser sur lui tant que ça. Il n'est pas supposé de s'en remettre à lui pour être performant cette saison. Ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est la tenue de Samuel Montembeault parce que c'est vraiment depuis le camp d'entraînement. Là. C'est pas, oui, là, c'est exacerbé parce que Dobèche n'arrive pas à bien frapper en relève. Et le jeu collectif n'est pas parfait non plus. Donc, les failles qu'on voyait en début de saison, on se dit le Canadien s'achète du temps parce qu'il gagne. C'est pas parfait, mais ils réussissent à gagner. C'est vrai, ils sont plus talentueux. Ils vont chercher des matchs, beaucoup en prolongation, beaucoup en comblant des retards. C'est une des équipes qui, depuis le début de la saison, a le moins de victoires en temps réglementaire. Donc, ça parle aussi, ces statistiques-là. Donc là, ça le rattrape. Puis Montembeault n'a pas du tout été rassurant. C'est quand même, tu sais, tous les athlètes traversent des périodes creuses dans leur vie, dans leur carrière professionnelle. Qu'est-ce qui mine la confiance de Samuel Montembeault en ce moment? C'est difficile à dire. Est-ce que là, il est simplement dans une spirale négative? Est-ce qu'il s'est mis trop de pression pour participer aux Jeux olympiques? Que c'était vraiment, tu sais, il l'a dit, c'est quand même un objectif qu'il avait, là. Est-ce que ça lui a trop joué en tête? Parce que c'est pas la première fois qu'on lui confie officiellement le filet comme gardien numéro 1. C'est arrivé l'année dernière, donc on aurait pu croire qu'à ce moment-là, tu sais, on disait des fois, il y a des joueurs qui sont beaucoup plus à l'aise dans la position d'aller chercher chasse que l'inverse. Je pense qu'il faisait référence à Alak à l'époque. Mais Montembeault, l'année dernière, on lui a confié le filet dès le départ en disant « c'est toi le gardien numéro 1 ». Et ça s'est très bien passé. Ça a été sa meilleure saison en carrière. 62 départs au total. Et c'est grâce à lui que l'équipe s'est qualifiée. L'an passé, là, allez voir, mettons, sur Natural Stat Trick, qui est quand même un site de référence pour ce qui est des statistiques avancées. Si vous allez voir, là, les 15 derniers matchs de la saison, le Canadien était dominé plus souvent qu'autrement en possession de rondelles, en chance de marquer, en but anticipé, tout ça. Et Montembeault colmatait les brèches énormément. Puis c'est lui et le brio de Nick Suzuki qui a vraiment... Il y a d'autres facteurs, là, mais principalement qui ont transporté. La chance. Oui. Hudson, Ouais. le fait que personne n'était blessé ou presque, mais Suzuki et Montembeault, dans le dernier droit, à mon humble avis, ont été des facteurs déterminants là-dedans. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Samuel? Je ne sais pas. Mais là, il est vraiment embarqué dans une spirale négative. Puis hier, Mike Matheson disait dans le vestiaire, tu sais, des fois, comme athlète, tu as besoin de prendre un pas de recul, tu as besoin de congé, peut-être. Ouais. Et de mettre les choses en perspective. Matheson fait souvent référence à ça, là, quand on avait eu des discussions sur l'argent
avant aussi. Il disait, juste réaliser quelle chance on a. Puis bon. Et là, il a dit un peu la même chose en disant, est-ce que ça prend ça, là, prendre un pas de recul pour te dire, on est tellement chanceux de faire ça dans la vie, de gagner très, très bien notre vie en jouant au hockey. Bon, ça peut t'aider à remettre les choses en place. Mais peut-être qu'une pause, c'est pas fou comme idée. Je me rappelle, moi, que Carey Price l'avait fait il y a quelques années de ça. Je pense que c'était en 2018, mais dans ces eaux-là, début de saison très laborieux, difficile. Puis on était à peu près à la même période de l'année, mi-novembre. Le Canadien partait dans l'Ouest canadien, oui. Et Claude Julien lui avait donné une pause. On avait donné 2 ou 3 départs d'affilée à Antiniemi. Et on l'avait bien expliqué à ce moment-là en disant que Carey a besoin de recharger les batteries, là. Et ça avait fonctionné. Il avait été dominant au mois de décembre par la suite. Est-ce que ça peut être une piste à considérer pour Samuel Montembeault? Peut-être, mais il faut trouver une solution parce que même si tout ne repose pas sur lui, c'est une équipe qui est mieux équilibrée qu'avant. Ils vont avoir besoin de bonnes prestations de sa part, là. Et des solutions, il n'y en a pas 2000 non plus, là. Il y a ça. Sinon, quoi d'autre? Il n'y a pas d'autre... Ben, écoute, il n'y a pas énormément de gardiens disponibles sur le marché. Il y a des équipes qui en cherchent désespérément. Des gardiens aussi. On pense aux Oilers d'Edmonton, entre autres. Je pense pas que le Canadien a avantage à regarder, à céder des actifs pour pouvoir aller chercher un gardien. C'est important. Je pense que c'est pas parce que Montembeault n'a pas une bonne saison jusqu'à maintenant qu'il faut nécessairement là, tout renvoyer en l'air. Non, je parlais de solution pour l'interne. l'aider. Oui. Ben, écoute, son début de saison me fait penser beaucoup à la saison qu'a connue Tristan Jarry avec les Penguins de Pittsburgh l'année dernière. J'aimais mieux les analogies avec Carey. Je trouvais que c'était plus rassurant. Ben, c'est parce que Tristan Jarry, l'année dernière, donnait beaucoup de buts sur les 2 ou 3 premiers lancers qu'il accordait. Puis j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on voit passablement de la part de Montembeault depuis le début de la saison. C'est ce qui m'amène vers cette analogie-là. Mais les Pingouins ont cédé Jarry à la Ligue américaine temporairement. Je pense pas que si le Canadien pensait faire ça, je pense qu'il y aurait des chances qu'il se fasse prendre au balotage quand même, Montembeault. Alors, c'est pas un risque. Edmonton sauterait là-dessus. Là. C'est pas un risque que tu veux prendre. Par contre, le Canadien a un gardien qui est pour ces situations-là en Capo Kakkonen. En ce moment, Jacob Fowler fait de l'excellent travail avec le Rocket de Laval. Il joue la majorité des matchs. C'est le gardien d'avenir du Canadien. Jusqu'à maintenant, ça va très, très bien pour Fowler. On garde ça comme ça. Exact. Tu veux surtout pas l'amener dans des conditions difficiles pour dire, là, sors-nous du trouble. Mais il appert que son adjoint avec le Rocket, c'est un gars qui a déjà une bonne expérience de la Ligue nationale. C'est un gardien numéro 3 typique. Puis dans des situations où, en cas de blessure ou en cas de contre-performance, tu as besoin besoin d'une alternative, bien, ce gars-là, c'est une alternative. C'est pas une solution. Mais quand Alex parle de donner une pause à Samuel Montembeault, puis dire, écoute, pendant 10 jours, tu vas peut-être être aux entraînements, mais tu seras ni sur la glace, ni au banc, prêt à sauter dans la mêlée, bien, Kakkonen, il est là pour ça. C'est un gardien qui est de numéro 3, qui a le profil parfait pour ce genre de situation-là. Alors, tu amèneras un gardien de but des Lions pour être Hunter backup. Jones. Un backup à... Il a fallu que tu ailles voir. Non, moi, je te dirais... non, je suis pas allé voir. Ou Benjamin Gaudreau. Ou Vincent Duplessis. Ben là, Vincent, il joue pas beaucoup. Non, il joue pas beaucoup. Ces gars-là pourraient ne pas exister. Vincent Duplessis, c'était l'ancien gardien de but de Lane Hudson avec Boston University. Mais bref, alors, tu sais, qu'il ramène un gardien de but des Lions pour agir comme adjoint à Fowler. Tu dis à Fowler, ben là, vas-y, continue pendant 2 semaines, c'est toi qui va tenir le fort à Laval. Voie du caoutchouc. Puis, Kakkonen, qui, c'est ça, je ne sais pas combien de matchs il a joué dans la Ligue nationale, mais il en a joué quand même plusieurs. Puis c'est une solution que le Canadien n'avait pas l'an passé, par exemple. Ben non. Donc, 140. On serait fou de... 140. Oui, quand même, 140. Oui, tu sais, il n'y a pas... Bon, seulement un dans les 2 dernières années, là, mais quand même, mais il y a l'expérience. Absolument. Bon, c'est réglé. C'est réglé. Moi, ça m'apparaît... C'est ça qu'on fait. À court terme, ça m'apparaît une solution intéressante. Moi aussi. Puis, bonne affaire. Tu sais, Dobèche n'est pas...
n'est pas dans une position beaucoup plus rassurante. Puis je pense que c'est un défi pour le Canadien, c'est un défi pour Éric Raymond de corriger ou de replacer 2 gardiens en même temps. Parce que quand tu as un gardien qui éprouve des difficultés, d'habitude, tu dis, bon, ben là, on va se tourner vers l'autre. Là, quand tu en as 2 c'est qui en rare arrachent en même temps. deux qui en arrachent en même temps. Exact. Alors, c'est une problématique. Alors, dans ce sens-là, je trouve que le Canadien est quand même assez chanceux d'avoir une roue de secours temporaire pour au moins essayer justement d'acheter du temps puis de donner la chance à Montembeault de se replacer. Parce que, encore une fois, le Canadien, s'il veut participer aux séries, a besoin que Montembeault se replace. Je pense que Dobèche, si on ne lui en demande pas trop, va aussi se replacer. Ça va se faire automatiquement. Ouais. Mais tu peux pas non plus... si tu en demandes trop à Dobèche à cause des ennuis de Montembeault, tu risques de le tirer vers le bas. T'sais. Alors, parce que c'est ça, il vient d'arriver. Parce en ce moment, ça va mal pour lui aussi. Là, ouais. Le pourcentage d'arrêt combiné des deux au mois de novembre, c'est 838 au dernier rang de la Ligue. Puis, je regarde ça rapidement, ils ont donné 10 buts de plus que ce qui était attendu. Ça, ils ont disputé 9 matchs en novembre, c'est un petit peu plus d'un par match. Ça fait toute la différence. Tu perds des matchs à cause de ça. Tu perds des matchs à cause de ça. C'est l'évidence. Et on n'est pas habitué. On n'est pas habitué à ça à Montréal. Il y a toujours un gardien hot à Montréal. Des fois, c'est celui qui est supposé. Des fois, c'est un gars qui n'était pas supposé. C'est probablement pour ça que le marché est si exigeant envers ses gardiens aussi, parce qu'on a tellement été habitué à ça. Mais c'est peut-être le gars qui n'est pas supposé. C'est peut-être... Il y a eu... la dernière fois qu'on a eu des gardiens de but qui n'étaient pas de véritables numéro 1 convaincus, il faut remonter peut-être à Huet Abisher. Ouais. Avant ça, Hackett. Mais là, à l'heure actuelle, on remonte plus loin en arrière. Puis là, je retourne à l'époque où de mon encart du cahier des sports de la presse. Les années 80. Mais Samuel Montembeault, en ce moment, c'est son début de saison, statistiquement parlant, on est dans l'ordre du Steve Penney, Doug Soutart, Rick Wamsley, c'est pas des grands noms. Là. Alors, j'ose croire qu'il va rebondir. C'était un bon gardien pour le Canadien. Il traverse une mauvaise passe, mais il faut lui donner les moyens de Et la solution est toute trouvée. C'est du très bon travail, les gars. La solution est toute trouvée. Ouais. C'est clé en main. C'est réglé. Puis c'est sûr que le Canadien... J'essayais d'enchaîner. Mais tu veux qu'on change de sujet? Non, j'aimerais ça qu'on parle de ça c'est parce que encore 30 minutes. Martin Saint-Louis a beaucoup... Attends, j'ai un chronomètre ici. On peut parler de Samuel Blais. Restez là! Samuel Blais est blond. Il est bon. C'est quoi Samuel Blais, donc? Écoute, il joue. Le segment Samuel Blais. Il joue. Mais Martin a beaucoup appuyé sur le jeu collectif qui est loin d'être parfait. Puis hier, la thématique qu'il a tenté de donner à sa conférence de presse, parce que je pense que c'était une tentative là, de détourner un peu l'attention, c'est on est remonté dans le passé. Là. On a vu des choses qui datent d'il y a un an. Je pense qu'on a vu ça en raison de tout ce qui se produit en ce moment. C'est ça. Marc-Antoine soulignait hier sur le réseau social Ciel Bleu, n'est-ce pas? Blue Sky, que le CH avait accordé le premier but, avait accordé un but sur le premier tir du match dans 4 des 8 dernières rencontres. Premier tir, là. Premier tir. Ils ont aussi donné le premier but dans 7 des 8 dernières rencontres. Ils sont constamment en arrière. Toujours. Ils passent leur temps à essayer de revenir dans les matchs. Forcément, tu prends plus de risques. Oui, l'idée, c'est de garder ta structure, puis d'être patient, puis d'attendre les occasions, les ouvertures, puis d'en profiter, d'accord, mais c'est humain, puis c'est normal aussi d'essayer de les provoquer. Puis quand ça fait 3 semaines là, que tu joues un peu avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, bien, c'est sûr qu'il va... Ça crée une ambiance. Ça crée des Jake Evans qui font des revirements dans leur zone, qui ont mené au 4e but. Ça crée, je sais pas moi, sur le 5e but des Caps, quand le but gagnant, là, c'est le premier de Sonny Milano, Kapanen fait... on l'a jamais vu faire ça cette année ou presque, là, mais Kapanen se fait intercepter une passe à la ligne bleue adverse qui était télégraphiée. Là. Il y avait un gars qui était là pour surveiller. Immense revirement. Ça repart rapidement de l'autre côté. Alexandre Carrier rate son pivot, où il semble hésiter entre, en fait, croiser ou pivoter. Puis c'est peut-être pour ça là, qu'il y a eu l'air confus puis il y a eu de la misère. C'est suffisant pour que Milano passe. Ce sont 2 immenses erreurs, mais qui, au bout du compte, paraissent beaucoup moins que Dobèche qui s'en allait dans le coin gauche sur ce jeu-là. On ne sait pas trop pourquoi. Avait complètement perdu son filet. Lane Hudson qui a tenté
une incursion en zone adverse. Ça a amené un 3 contre 1. Il s'en est, Il est tombé sur sauvé. le derrière. Ouais. Le Canadien s'en est sorti miraculeusement. Puis à sa présence suivante, il a fait exactement la même chose. Cette fois-ci, il s'est fait marquer un but. Mais ça a fait 6-4 puis c'était terminé. Ils ont baissé les épaules à ce moment-là. Mais donc, oui, il y a ça, mais moi, j'ai l'impression que c'est un peu dicté par ce sentiment-là, ce poids qu'il porte un peu sur les épaules. Il n'y a personne qui va montrer un gardien du doigt, évidemment. Là, c'est l'évidence même, mais c'est sûr que ça pèse. Pèse un peu sur les joueurs parce qu'ils sont conscients de ça. Donc, moi, j'ai l'impression que le petit passage dans la machine à remonter le temps là, est pas mal attribuable à ce qu'on voit des gardiens en ce moment. Non, parce que la vérité, c'est que, sauf par moment, c'est vrai que dans le match d'hier, on a vu des séquences qui faisaient penser un peu à l'an passé. Mais tantôt, tu disais, Alex, regardez la fin de la saison précédente. Tous les indicatifs sont négatifs, que ce soit la possession, les buts. Souvent, dans la majorité des matchs. Et c'est le gardien qui colmate. Et là, force est d'admettre que depuis 2-3 semaines, c'est pas mal le contraire. Là. Exact. C'est pas mal le contraire. Et le Canadien est mieux outillé qu'avant pour passer à travers des mauvaises séquences de ses gardiens. Tant mieux. Ça veut dire que... Ben, l'est-il vraiment mieux outillé? Je sais pas. Tout le monde, on le répète comme si c'était une évidence. Je pense que oui, moi. Je pense que oui. Non? Ils ont marqué 3 buts en moyenne depuis le début du mois de novembre. C'est pas extraordinaire, mais c'est... OK, mais tu veux dire qu'ils sont mieux outillés à cause de leur force de frappe en attaque? Oui, pour passer à travers des séquences sombres, mettons, des gardiens. Oui. Bien, c'est parce qu'il faut aussi que la structure défensive tienne le coup. Puis je trouve qu'il y a des... On tourne les coins ronds un peu, là, plus le temps avance, là, au niveau de la prise de décision en entrée de zone. Parce qu'on veut s'en sortir, j'ai l'impression. Oui, mais... Puis on a peur de ce qui arrive de l'autre côté. Oui. Et ça, c'est le signe d'une équipe qui manque de maturité encore. Puis oui, tout à fait. Puis Martin l'a dit hier. Un peu d'immaturité dans le puck management. La gestion. Chez Gestion de rondelles, vous serez bien conseillé. Bon, l'autre affaire qui va mal, parce que c'est ça, là. C'est l'avantage numérique. On en a parlé un peu. Je pensais qu'elle allait me parler de Terrea. L'autre, mes placements, mais enfin. Mieux vaut ne pas les regarder. Ma situation financière en général, pas tant mes placements. Qui sont inexistants. Qui n'existent pas. C'est une idée seulement. Encore hier, et là, c'est pas mon genre, là, mais je regardais les quelques opportunités que le Canadien a eues en avantage numérique, puis je trouvais que ça manquait. Il y avait... Mais ils ont marqué. La première supériorité numérique là, pendant la pénalité à Justin Sourdif a donné le ton, je trouve. Énormément d'hésitation dans le jeu du Canadien en avantage numérique. Je pense qu'ils n'ont pas eu de lancer sur cet avantage-là. Il y avait quelqu'un sur X qui mentionnait qu'il faudrait que Suzuki remporte plus de mises en jeu en supériorité numérique. Je suis allé fouiller, puis c'est assez frappant parce que Suzuki, quand tu regardes d'un match à l'autre, il remporte oui, du bon côté des mises en jeu, mais en supériorité numérique, c'est là qu'il y a le plus de difficultés. Intéressant. Alors, et là, j'ai pas les statistiques à date de ce matin, mais avant le match d'hier, il était 11e dans la Ligue pour le nombre de mises en jeu prises en supériorité numérique. Donc, il est souvent là. Hein? Et puis, et là, si on prend non seulement les 11 premiers, mais les 19 premiers, là, je coupe volontairement là, mais dans les 19 premiers, il est le seul à avoir un taux de succès qui est inférieur à 52 %. Il y en a plein qui sont à 58, 59, 60 % de taux de succès en mise en jeu en supériorité numérique. Lui, avant le match d'hier, il était à 49. Alors que tu as plus de chances de la gagner en avantage numérique parce que tu as l'avantage numérique. Oui. Puis, c'est ça que ça veut dire. Non, mais ça change tout sur une mise au jeu quand même. Ben, c'est parce que tu as le choix du côté. Je pense aussi que tu peux mettre ton bâton en premier ou tu as le choix de le mettre... Ça dépend pas de si tu es à la maison, ça? Non. Je pense que c'est strict. Non, je pense que c'est seulement c'est l'avantage numérique qui fait ça. Mais bref...
On est C'est dans une bonne- le... c'est pas C'est une- précis, là. Ouais. C'est pas une bonne Ouais, façon d'entamer un avantage non. numérique si, dans le fond, tu donnes la rondelle à l'adversaire. Tu sais, c'est pas dramatique. Là, on parle de quelques points de pourcentage. Il y a beaucoup... Faudrait lui donner une pause à lui aussi. Et tabarouette. Surtout pas. C'est On a le luxe, difficile, là. là, en ce moment, de donner une Ouais. pause à Nick Suzuki. Mais je trouve que, de façon générale, tu sais, il y a... C'est les mêmes problèmes dont on parlait déjà, le manque de volume, Ouais. beaucoup de passes cute pour essayer de créer le jeu parfait. Et Puis y a finalement, personne, la passe de trop fait en sorte que tu te fais intercepter puis elle sort de la zone. Ouais. Après ça, c'est compliqué de revenir en zone adverse. Ça, je pense que c'est un problème qui date, ça fait plusieurs années. Je trouve que juste s'installer en zone adverse, le Canadien perd beaucoup de temps à ce niveau-là. C'est frustrant parce que quand tu te fais offrir des avantages numériques, c'est tout le temps de belles occasions de pouvoir revenir dans les matchs, de prendre du momentum. Puis même si le Canadien ne compte pas de but, au moins qu'il utilise ses avantages numériques pour se donner du rythme. Puis c'est pas ce qu'on voit à l'heure actuelle. C'est pas ce qu'on voit, Alexandre. C'est pas ce qu'on voit. Mais au moins, Brendan Gallagher a, lui, réussi On a un marqué. but cette année. Joe ça va Veleno, lui faire du bien. j'étais content. Lui Joe aussi Veleno, était j'étais content. content. Les deux ont été parmi les meilleurs joueurs du Ouais, Canadien. ouais, c'était bien. Ouais. Il s'était fait voler, Veleno, juste avant. Ouais. Puis là, Ouais. je disais, pauvre gars, il n'est pas capable de... Il viendra pas à bout d'en mettre un dedans. Il a Moi, laissé partir une belle garnotte. Absolument. Non, mais j'en avais parlé en début de saison. C'était intuitif. Là. Je me disais, il y a quelque chose qui me dit que ça va coller, ça va bien coller, tu sais, où il en est dans sa carrière, de jouer ici et tout. Puis je commençais à me dire que peut-être pas finalement, mais on va attendre. Attendons. On va prendre une jury pause. des libères, Prenons une pause. comme le veut l'expression. Oui, Oui, c'est ça. prenons une C'est ça le pause titre de l'épisode. Prenons Jack, une pause. Jack, prenons une Ben, pause. Jack, soit ça ou une autre affaire qui va mal, parce que j'en ai un autre, et ça revient. C'est les blessures. Là, Ouais, ça, là, faut pas oublier là, que. moi, j'ai T'sais, absolument... ils ont perdu le match, d'accord, mais s'ils ont perdu Evans pour une longue période, là, À quoi servait l'observateur de la Ligue nationale hier, honnêtement? Jake Evans a été renvoyé dans le match en fin de deuxième période. Là, il y a eu une présence de 30 secondes. il a reçu un coup de coude d'en face. Là. Ouais, Commençons, coup d'épaule, coup de coude, un coup de bras. ish. Donc, moi, je me suis fait la réflexion que Wilson n'a pas attendu la fin du match pour lever le coude. Fait que... Est-ce qu'ils font ça encore? Là? Est-ce que les joueurs, à part Alexander Ovechkin, est-ce que les joueurs prennent un verre après le... Quoi? Après le match, documenté, Ovechkin, je pense son pas. 6-pack latent, j'ai lu ça quelque part, là. Son 6-pack puis son sandwich Son Subway. d'un oui, je ne vais pas le nommer. Je suis désolé. Non, mais c'est parce qu'on s'il n'y a pas de commandite, on les Non, nomme mais pas. je comprends. Faut Ou pas leur des faire de la coupons gratuits, publicité. quelque chose. Mais le Canadien on veut n'a pas de pas, ça. le Canadien n'a pas les moyens de se passer de Jake Et Evans, là là. sachant que Kirby Dach et Alex Ouais, Newhook ça fait sont 3 joueurs déjà de centre, là. absents. Mais garde, il y a un historique. Ça faisait longtemps que Evans avait été épargné par les commotions cérébrales, mais malheureusement, Il y a ce un n'est pas sa historique. première. Ouais. Là. Shifley, rappelez-vous. Ben là, Puis, en c'est fait, ça. écoute, ça a commencé en 2018, le match des recrues, quand il s'était fait T'as assommer raison. à Laval par Ouais. Jonathan Aspiro. Ouais. En 2020, dans la bulle, durant la COVID, face au Penguins de Pittsburgh, il s'était fait assommer par Brendan Tanev. Puis en, Celle-là, je m'en rappelle pas. puis en Non. 2021, c'est Mark Les Scheifele. Jets. Fait que là, c'est 3 Ça faisait en longtemps. l'espace de 4 ans. Et Mark Scheifele, là, on s'entend, Suzuki là. l'a souligné d'ailleurs hier, a dit évidemment, on sait tous qu'il y a un ouais. historique de commotion cérébrale, puis tout, il avait l'air inquiet quand même. Là. Et Puis Wilson, hier, c'est comme une drôle de technique, c'est comme légal, mais il fait une espèce de, comment on dirait, follow-through. Il poursuit son mouvement, tu sais, Ouais. vers le haut. Fait que là, il finit par, dans le fond, donner une mise en échec d'en face. d'en face, trop élevé, mais c'est pas comme ça que ça s'est amorcé. Donc, on dirait qu'il a comme trouvé une façon pour... Une faille. Une faille, exactement, dans le règlement. Puis, c'était un peu tard aussi. Ça faisait un moment qu'Evans n'avait pas la rondelle. Puis, c'est juste, c'est une bonne mise en échec. Et, Puis on notera l'absence de réponse. Hein? et où Arbor Xhekaj dans ces cas-là? C'est quoi? C'est à peu près la seule raison pour laquelle il est supposé d'être dans la formation? Parce que c'est pas pour ses prouesses, là, avec la rondelle en ce Les moment. gars, vous êtes. Là, vous sonnez comme des vrais, là. Là, on se croirait là, dans une vraie émission de sport. Il est à temps. Il est à temps. Après 442 épisodes. Non, mais on va faire quelque chose avec vous autres. Non, mais je suis sérieux. Je sais pas s'il est... Là, on est parti sur une bulle, mais je sais pas s'il est tout mêlé. Parce que on a tellement essayé de le conditionner à
à avoir un petit peu plus de jugeote, puis à choisir ses moments peut-être pour sauter dans la mêlée. C'est comme évident, ça, non? Même moi, là, je comprends que c'était la chose qu'il fallait faire. Oui, mais à date, Xhekaj a encore de la difficulté. On voulait pas lire son jeu défensif, tout ça, pour en faire un arrière fiable. Force est de constater que jusqu'à présent, ça se passe pas. Puis encore, jeudi matin, Martin Saint-Louis répondait à une question sur le temps de glace de Xhekaj, là, qui est autour de 10-11 minutes, ce qui est très, très peu pour un défenseur. Puis il disait, oui, mais là, dans un monde idéal, là, on était en retard par un but à Columbus, donc c'est sûr que dans ce temps-là, il joue moins, mais dans un monde idéal, là, je pourrais rouler tout le monde. Ouais, mais là, la question qu'on aurait pu poser après, oui, c'est si tu mènes par un but, il va jouer moins aussi, là. Fait que c'est quoi, ça prend... Faut que vous monde idéal, si vous perdez 5-1 ou si vous menez 4-1, là, c'est correct, on peut le faire jouer, mais si c'est ça, c'est un problème, tu sais. Puis Xhekaj, on dit de l'information justement pour éviter ce genre de débordement, puis intimider l'adversaire, puis sa présence seule suffira à convaincre les récalcitrants de se calmer le pompon. Ben, visiblement pas. Tom Wilson, ça l'énerve pas trop de foutre le bordel au Centre Bell. On l'a vu l'année dernière, puis on le voit encore cette année. Puis là, pour Evans, c'est inquiétant. C'est une commotion cérébrale, c'est une absence de minimum une semaine. Ça pourrait être plus, donc il va manquer une partie du voyage la semaine prochaine qui s'annonce assez cruciale. Ça va pas bien. Puis, non, mais juste insistons un peu sur Xhekaj. Parce que, bon, les amateurs de ce type de hockey auront noté que les 2 dernières fois où il a jeté les gants, c'était pas la même affaire. C'était pas la même affaire que par... c'est vrai que moi, je suis pas un fan de ça, là, mais faut admettre que c'était impressionnant. Par le passé, là, la façon dont il se débrouillait dans ce genre de situation, il y avait de l'autorité. Aucun entraînement contre les Sénateurs, c'était assez impressionnant. Là. Cette année, ça? Oui. Mais je te ramène à ça. Les 2 dernières fois, donc, contre... Tanner Jeannot. Oui, Jeannot, puis avant ça, contre Deslauriers. Ouais, Deslauriers qui est quand même... Qui est probablement le meilleur batailleur de la Ligue il s'est battu nationale. contre les Bushkin aussi à Dallas. OK, mais moi, j'ai les 2 exemples de Jeannot puis Deslauriers en tête. Tu sais, c'était pas la même autorité, là. C'était pas la même affaire. Non. Ben, c'est pas Tanner Jeannot, c'est pas la moitié d'un colosse non plus, là. Puis Deslauriers, c'est peut-être le meilleur batailleur de la Ligue, donc... non? OK. Peut-être qu'il effectivement était moins autoritaire dans son style, mais pas démérité. Le problème, c'est que souvent, il y a la thématique chez les gars qui se battent, c'est qui a la ceinture. Puis tu veux pouvoir... C'est beaucoup dans ce que tu projettes aussi. Est-ce que à quel point t'intimides, tu gagnes-tu tes combats? Est-ce que tu t'affirmes comme étant le mâle dominant? Puis quand tu te mets à pas dominer, là, il y a comme un effet de recul, puis subitement susceptible de moins en imposer. Puis je trouve que Xhekaj, s'il n'arrive pas à se définir en tant que présence intimidante sur la glace, il perd un peu de son identité. C'est plus ça que de jeter les gants, là. Tom Wilson, c'est un allié droit, puis Xhekaj, c'est un défenseur qui joue à gauche. Il aurait dû juste être dans... C'était un mariage naturel. Il aurait dû pouvoir être dans ses caleçons une partie de la soirée, puis l'énerver, puis juste envoyer le message, justement, que... Et on n'en veut pas de ça. Ici, on n'en veut pas de ça. Là, ici, là, des coups dans la... Pas de chicane dans la cabane. Face, on n'en veut pas de ça. C'est ça. C'est pas ici. Exactement. Tu feras ça chez toi, vous, ailleurs. à Ottawa, on s'en fout, mais pas... Exact. Et il n'y en a pas eu de ça. Ici, c'est non. Il n'y en a pas eu de ça. Il n'y a pas eu de ça. Il y a eu de ça, mais il n'y a pas eu de Xhekaj qui dit on veut pas de ça. C'est exactement ça. Enfin. Bon. Mais c'est pas... Bon. Fait que les affaires qui vont mal, on a fait le tour, là, je pense. C'est pas tant mieux. Écoute, c'est bien. Si on a fait le tour, ça va pas si mal que ça. C'est peut-être pour ça que vous sonnez comme des gars d'une vraie émission de sport. C'est parce que on a fait... C'est moi un exutoire. Non, puis c'est moi qui oriente ça vers les affaires qui vont mal. Exact. Okay. Ouais, mais regarde, tu peux pas non plus. Le Canadien, une seule victoire à ses 8 derniers matchs, on se mettra pas la tête dans le sable. L'équipe a passé à travers des moments difficiles la saison dernière, mais c'était promise de ne pas tomber dans le même trou cette saison. Heureusement qu'ils ont mis des points en banque en début de saison, parce que même s'ils sont à l'extérieur du portrait des séries ce matin, ils sont pas non plus à la traîne énormément. La division atlantique est un peu farfelue là, cette année. Tout le monde est pris dans un peigne. Oui. Alors, ils
Ils ont l'occasion de s'en sortir, mais je pense que c'est pas le degré avec lequel ils se sont engouffrés dans les derniers jours. Je pense que ça les dépasse un peu. Je pense pas que c'était pas dans les plans. Non, ben non. C'était pas supposé arriver, en fait. Sans compter qu'ils bénéficient d'un calendrier favorable depuis le début de la saison en termes de rythme de match, puis que là, ça va devenir infernal. On l'a répété souvent, mais ça vaut la peine d'insister là-dessus. Et les prochains matchs ne seront pas de tout repos, là. Non, parce que tu faisais mention du fameux voyage la semaine prochaine, Vegas. Utah, Vegas, Colorado. En 4 jours. Ça fait mal. Là. Oui. Alors, ça peut... vraiment, le Canadien peut prendre une débarque. Exact. Alors, c'est important. T'sais, il reste un seul match avant ça, puis c'est samedi soir contre Toronto. Alors, c'est un match pour se corriger. Un potentiel de débarque assez élevé. Et nous serons, à ce moment-là, à la Thanksgiving américaine. Thanksgiving. Alors, on saura ce sera l'épisode final de la saison parce qu'on saura on reviendra en série à ce moment-là. Non, mais reste que... Et peut-être un mot là-dessus, mais c'est ce que j'essayais d'évoquer en titrant en début d'émission, ça va être la guerre. Puis j'ai fait ça mardi aussi, mais on n'en a pas tant parlé, mais ça va être ça, là, genre 1 point d'écart entre la première puis la 15e place dans l'Atlantique. Pendant combien de temps? Puis à quel point est-ce que ça complique ou ça simplifie? Ça complique les choses parce qu'en plus, il y a très peu d'équipes qui vont se ranger dans un camp ou dans l'autre, que ce soit vendeur ou acheteur. Donc, pour le Canadien qui, lui, a des velléités affirmées d'améliorer son équipe et tout ça en cours de saison, peut-être qu'il n'y aura pas grand-chose de disponible quand on va arriver au mois de février, par exemple, ou même un peu avant ça. Mais... Écoute, il va y avoir à un moment donné une séparation des équipes qui, comme le Canadien, vont vivre des séquences de défaites. Puis, je pense pas que ça va rester aussi dans un pain que ce l'est en ce moment. Mais j'en parlais avec Jake Evans il y a quelques jours, puis il me disait, moi, je m'attends à ce qu'on se retrouve à environ 7 équipes là, à se battre pour 2 places en séries éliminatoires. Ça sera pas seulement... Comme l'an dernier, en fait. L'année passée, ils étaient peut-être quoi? 4 équipes? Peut-être 5? Rendu à la fin, oui, mais à 12 ou 15 matchs de la fin, je pense qu'il était 6-7 là encore. Ouais. Alors, ça va être une bataille jusqu'à la fin, surtout que les pires équipes sont moins mauvaises qu'avant, mais c'est que les puissances en ont perdu un petit peu, parce qu'évidemment, les Panthers ont des blessés, ils ont joué beaucoup de matchs. Les Maple Leafs sont dans une position inquiétante. Il reste le Lightning qui se remet d'un mauvais début de saison, puis je pense qu'eux autres, ils vont être là. Mais de manière générale, il y a comme une course vers le milieu. Alors, ça aussi, ça contribue là, au fameux pain. Le pain. Le pain. Le pain dans lequel ils sont pris. Ils sont pris dans un pain. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public sur les réseaux sociaux. Là où ça fait mal, réseau social. Question du public, question du public. Question du réseau social. Alors, aujourd'hui, c'est votre question. En fait, ce sont vos questions, vous, le public. Comme dans un libellé qui se lirait comme suit, la question du public. Alors, on en a choisi quelques-unes, triées sur le volet. Sur le Gram, Monstre de Chilla, un participant aguerri. Merci, Monstre. Monstre ou de Chilla? Enfin, Monstre. Monsieur de Chilla. Monsieur de Chilla. Seigneur de Chilla. Qui vous demande, quel a été le coup manqué du Canadien, selon vous? Genre, Trevor Zegras, là, qui n'est pas venu au Canadien et qui a beaucoup de succès. Est-ce qu'il y a un coup manqué comme ça? Donc, le coup pas fait. Ouais, ça peut être un coup pas fait ou un coup fait qui a été manqué, là, j'imagine. Le coup manqué. Mais non, je pense que dans le sens de la question, c'est quelque chose qui aurait pu arriver, qui n'est pas arrivé, puis que ça aurait été le fun si c'était arrivé. Toi, dans ta grande science, tente pas de nous soumettre ces non, c'est ça, l'idée, l'avance. c'est... non, mais il peut... Mais Zegras... non, mais regarde, là... On récupère la balle. On réfléchit. Perrard sur Zegras, puis pendant ce temps-là, personne ne va s'apercevoir que tu n'as pas d'autres idées. Mais là, en ce moment, j'en ai pas la première qui me vient parce que Zegras, est-ce que ça aurait été une bonne idée? Est-ce que c'est un acte manqué? Non, je pense pas. Je vois Non, pas parce ça que comme un acte manqué, moi. À l'époque où le Canadien
le Canadien a sondé les Ducks pour faire son acquisition. Ça aurait coûté des actifs, mais il y a aussi, je ne suis pas sûr que Zegras soit nécessairement ce dont le Canadien a besoin à l'heure actuelle. Parce que, il a beau avoir été acquis en disant on va en faire un joueur de centre. Il est retourné à l'aile. Hein? Alors là, en partant, c'est un ailier. C'est un gars qui est très habile puis qui est bon pour le show. Mais le Canadien a besoin de gars qui sont... Ils ont besoin de gars qui sont responsables sur 200 pieds de patinoire. Ils ont besoin de joueurs de centre, des gars qui gagnent leur mise en jeu, qui apportent de la robustesse. Tu sais, des habiletés fines. C'est toujours le fun d'en avoir plus. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais est-ce que ce serait... Est-ce qu'avoir un gars comme Zegras, ça changerait la donne chez le Canadien à l'heure actuelle? Pas pantoute. Alors, à mon sens, ce n'est pas... non. Je dirais pas là, mais il y a des coups manqués. Il y a plusieurs appels qu'on sait qui pas. sont faits puis qu'on ne sait pas. Exact. Ouais, oui. Dylan Cousins, je sais pas, je pense à ça. Je pense qu'ils ont travaillé là-dessus, là, en fait. Donc, est-ce que c'est un coup manqué? Ça aurait été bon. Ça aurait été bon. C'est incompréhensible. Nonobstant le Canadien, c'est incompréhensible que les Sabres aient procédé à cette transaction-là. T'sais. Alors, je ne sais pas. Ce qu'on a entendu dans les jours qui ont suivi, c'est mais le Canadien n'avait pas ce que les sénateurs de Josh demandaient. Norris à offrir. Kirby Dach. Oui, tout le temps blessé. Mais c'était le même profil. Hein? Ouais, c'est toujours blessé. Mais on cherche un joueur de centre qui est toujours blessé. Moi aussi, j'en ai. Son étoile avait pâli à Kirby quand même. Le potentiel de Josh, c'est vraiment à cause des blessures, mais son potentiel était beaucoup plus confirmé. Tu sais, il a déjà marqué 36 buts, je pense, une saison dans la Ligue nationale. Kirby n'en a jamais marqué 20. Zegras, à la limite, moi, je dirais même que c'est plus un coup réussi, là. Parce que c'est le repêchage 2024, celui d'Ivan Demidov, là, quand il y avait une entente sur la table entre le Canadien puis, et les Ducks d'Anaheim pour compléter cet échange-là, parce que le CH n'était vraiment pas sûr que Demidov serait encore disponible au 5e rang, puis on voulait aller chercher du talent de pointe en attaque, et puis le CH s'apprêtait à échanger, donc... si Demidov n'avait pas été disponible au 5e choix, au 5e tour, c'est ça qui se fait. Oui, exactement. Donc, le fait de ne pas avoir appuyé sur la gâchette à ce moment-là, ça a permis d'aller chercher Zachary Bolduc plus tard, de repêcher Michael Age après, et évidemment, Ivan Demidov au 5e rang. Donc, je rangerais ça dans la catégorie de ces échanges, de ces bons échanges qu'on n'a pas fait. J'en ai un, moi, mais il faut remonter loin. Là. Mais en termes de coups manqués qui auraient pu faire une différence, quand le Canadien a décidé de repêcher Logan Mailloux, le gars qui était juste après sur leur liste, c'était Matthew Nice. Fait que si jamais le Canadien avait décidé de passer outre et de ne pas se donner le trouble qu'ils ont eu en repêchant Logan Mailloux, le gars juste après, lui, il les aiderait aujourd'hui. Fait que... mais ça, au repêchage des coups manqués, ce n'est que ça. C'est un métier que de les noter. Je comprends. Une autre... celle-là, c'est Milan sur le book. La plus folle rumeur à laquelle vous avez cru. Mais ça, là, pensez-y, là. Sidney Crosby, je pense. T'as pas d'ailleurs... mais c'est une rumeur... J'y ai cru à moitié, là. Mais la rumeur, c'était quoi, là? Parce que c'était que... c'est peut-être pas... Non. OK, toi, tu vas jusque-là. C'est qu'on entendait le bruit de... Cette rumeur-là est toujours en cours. Je me disais que ça commençait à être plausible à un certain moment. Mais c'est pas une rumeur qui est partie que je me disais, ah oui, c'est fait, là. J'imagine que c'est Mariana, ça, là. Ah, ça, c'est bon, ça. Les gants. Les gants de Mariana, ça. Ouais. Pour y croire, il faut que tu sois un peu loin de l'équipe, parce que sinon... Généralement, t'en sais un peu plus. Donc, à l'époque, j'étais pas du tout. T'étais pas du tout là. Et j'avais lu dans le journal que c'était fait, là. C'était écrit dans le journal. C'était écrit dans le journal. Il y a quelqu'un qui avait écrit ça. C'était encore du vrai journal, en plus, je pense. C'était du papier, là. Du papier. Mais oui. Du vrai journal. Ah, les enfants, vous n'avez pas connu ça, vous autres? Mais dans le temps. OK. Et une petite dernière. Tiens, on sort de Montréal. Ça, c'est sur le Gram. Copernic qui demande « Croyez-vous que les Oilers réussiront encore à se sortir du trou? » Oui. Ben oui. Dans le sens de participer aux séries, oui. Ben oui. Ils ont toujours des ennuis à ce temps-ci de l'année. Puis ils ont encore le meilleur joueur de la Ligue nationale pour pouvoir
se sortir du trou. À un moment donné, est-ce que ça va les rattraper? Est-ce qu'à un moment donné, on va dire, leur manque de profondeur, le fait de toujours s'en remettre au même gars, ça fait en sorte qu'ils ne se rendront pas à la finale de la Coupe Stanley? Probablement. Mais est-ce qu'ils vont se sortir du trou suffisamment pour revenir dans le portrait des séries? Ben oui. Bon, vous avez remarqué que Martin n'est pas là. Hein? Martin Leclerc. Mais on va l'honorer quand même, parce que pour terminer, je ne sais pas si vous avez lu sa dernière chronique sur la pertinence ou non de sélectionner Macklin Celebrini et ou Connor Bedard Sujet chaud. sur l'équipe nationale canadienne. Et ou Matthew Schaefer. Oui, bien, c'était pas dans sa chronique, mais pourquoi? C'est bon. Toi, tu t'en viens bon. Ça en est un bon aujourd'hui. Tu t'en viens bon. Quelques années encore. Là. D'après moi, là... Je suis sur le point de... T'es là, oui. Mais la jeunesse, donc, et Martin fait un très bon plaidoyer sur le fait que c'est un pensez-y bien, parce qu'effectivement, puis ça, il nous l'a souvent dit, c'est beaucoup plus un exercice de brio défensif que d'autres choses, remporter le tournoi olympique. Puis c'est vrai qu'en ce sens-là, ces jeunes-là, ils n'en ont pas vu beaucoup. Sauf que, parallèlement, c'est quoi? Bedard et Celebrini, d'abord, sont en feu. Puis c'est la fine élite là, offensive en ce moment dans la Ligue. Oui, puis en plus, Macklin Celebrini, là, un jour, il va gagner le trophée Selke. Il est déjà extrêmement responsable. Ouais. Moi, j'aime mieux ses chances que celles de Connor Bedard pour cette raison-là, parce que il comprend déjà très, très bien le mandat défensif. Il est arrivé... Tu sais, c'est pas pour rien qu'on faisait des comparaisons entre Celebrini puis Jonathan Toews, parce qu'au même âge ou à leur arrivée dans la Ligue nationale, tous les deux ont affiché un niveau de maturité qui est assez épatant. T'sais, vraisemblablement, Celebrini va devenir un meilleur joueur offensif que l'était Toews. Il va être peut-être quelque part entre Toews et Crosby. Peut-être. Belle place. Belle place. Ouais, belle place belle pour place être. pour être, Oui, absolument. Ça. Belle place pour un endroit. Ouais. Alors, puis, à propos de Crosby était tout jeune en 2006 et il n'avait pas été invité par l'équipe olympique canadienne. Puis, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Ça a bien... à Turin. Oui. Ça s'est très bien passé. Oui. La ferme à Turin. Et puis, ça va bien. C'est Les pas jeux de bonne- mots c'est pas boche bonne à matin, journée. c'est La pas ferme facile. À qui? La ferme à Turin. Hein? Ouais. Et puis, le Canada aurait pu profiter de la présence de Crosby De étant Crosby, tout jeune. d'Eric Stahl, Ça ne l'a de pas. Jason Spezza. Ouais. Derek. Tu sais, ça n'a pas fait dérailler la carrière de Crosby, loin de là. Ben non. Tu sais, il a pris sa revanche en 2010, mais il n'est pas trop tôt, je pense, pour intégrer un vent de jeunesse. Moi, c'est vrai, l'argument de Martin par rapport au jeu défensif, j'endosse ça tout à fait, mais il y a aussi que quand tu commences à faire la liste des gars qui sont là et des gars qui sont pressentis pour y être, c'est bien beau faire de la place à Celebrini et ou à Bedard, mais qui tu enlèves pour mettre ces gars-là? Puis là, des méritants, il y en a beaucoup plus que ceux qui, finalement, peuvent se tailler une place au sein de l'équipe. Bien dit, Marc-Antoine. C'est quand qu'on va savoir, là? C'est le 1er janvier. Mais les équipes doivent soumettre leur formation le 31 décembre. C'est ça. Alors là, Donc, au on devrait début le savoir décembre, le 1er janvier. entre le 6 et le 9, les dirigeants de l'équipe canadienne se réunissent à nouveau pour éliminer des noms puis se ramasser avec une liste courte. Ben, puis ils l'ont fait récemment, là, au début du mois de novembre, puis c'est après ça que certains noms ont émergé, donc parce que, évidemment, il y a des observateurs du moins des journalistes qui récoltent un peu d'informations par rapport à ça, et puis si Celebrini, Bedard et même Schaefer, leurs noms sont ressortis, c'est qu'ils font partie de cette liste Des qui est conversations. déjà moins longue qu'avant. là. OK. Mais je rejoins Marc-Antoine, je pense qu'il n'y aura pas... Ils vont... Pas ils les vont- trois. Non. Puis ils vont probablement en choisir un. Ouais, ben oui. Aussi parce que... Former la relève. Exact. Celui qui va être choisi Préparer. va être Paris. là en 2030 en France. Paris, Ce ne sera non, pas c'est à pas Paris, Paris, ça va être dans les Alpes. Il sera là en 2030 forcément, puis il va être un peu le cœur là, de cette équipe-là pour les années à venir. Donc, je pense qu'il y a un bénéfice à ça aussi. Celebrini est allé au championnat du monde l'année dernière. Il a joué avec Sidney Crosby. Godin le disait, il est déjà extrêmement responsable. Moi aussi, je le vois comme étant le candidat naturel pour y être. Le jeune. Parce que Bédard, on n'enlève absolument rien à ce qu'il était en train de faire. Puis
chapeau à lui d'avoir été si bon au point où son nom est revenu dans les conversations parce qu'il était complètement écarté de la discussion. Ouais. Mais le Canada ne manque pas de punch offensif. Puis c'est surtout ça qu'il apporterait. Donc, voilà. Puis je serais bien surpris que Matthew Schaefer soit retenu, mais sait-on jamais, on peut amener 8 défenseurs, donc peut-être pour l'expérience. Il y a des gens qui disaient, pour être une police d'assurance, c'est la police assurance Makar. Si jamais il arrive quelque chose à Cale, tu sais, comme on a vu un peu pendant les 4 nations où il a manqué un match, c'est pas complètement fou. C'est pas complètement fou parce qu'après ça, oui, il y a des gars qui ont de bons instants en avantage numérique, Josh Morrissey, Thomas Harley et tout, mais pas le même personne, a le même niveau d'habileté que Cale Makar, mais la police assurance Makar, je trouve. Ça se défend. Il y a un argument là. Mais voir un défenseur de 18 ans, si jeune en plus, là, qui a eu 18 ans il n'y a pas longtemps aux Jeux olympiques avec l'équipe canadienne, ma foi, ce serait un exploit du Tonnerre de Brest. Ben, c'est quand même spécial parce que je regarde les meilleurs marqueurs de l'équipe canadienne à l'heure actuelle. Ben, pas de l'équipe canadienne, mais les meilleurs attaquants canadiens depuis le début de la saison. C'est les 5 premiers marqueurs de la LNH. Puis là, tu vois, McKinnon est premier, à l'heure où on se parle, Crosby est 10e. Puis entre les deux, Celebrini, Bédard, Tavares, Scheifele, Horvat, Suzuki, tous ces gars-là n'étaient pas sur l'équipe des 4 nations. Ouais. Fait que t'en as 6 des 10 qui n'étaient pas là. Alors, si tu fais juste dire, OK, où est notre punch en attaque? Ça prouve que c'est une équipe qui a potentiellement énormément de profondeur. Alors, c'est le fun de vouloir faire une place à Celebrini, Bédard, mais il y a beaucoup de gars méritants. Puis pour faire une place à Celebrini, ça veut dire on renonce, par exemple, à un gars comme Nick Suzuki, ou on décide de ne pas inviter un Mark Stone de ce monde. Ouais. Il y a des gars qui sont déjà vulnérables. Là. Travis Konechny, à mon sens, les carottes sont cuites. Anthony Cirelli, Seth Jarvis. C'est des gars, je ne te dis pas qu'ils ne seront pas là, mais ce sont des gars vulnérables. Là, mais à la limite, même Brandon Hagel, mais il va y être probablement parce que c'est son entraîneur. C'est son père, le coach. Non, puis il a prouvé sa valeur aussi. Sam Bennett connaît un début de saison très difficile, mais je vois mal comment ils vont pouvoir se passer de ce gars-là, tu sais, qui est le gagnant du trophée Conn Smythe, qui a marqué le but égalisateur. Money player. Ben oui, c'est ça. Donc, mais il y a de l'ouverture. Il y a de l'ouverture, mais il y a beaucoup de postulants aussi. Là. Alors, ça, peu importe qui ils vont choisir, ça sera pas évident. Bon, ben c'est ça qui est ça. Bravo. Le nombre d'épisodes que tu termines en disant, c'est ça qui est ça. C'est fascinant. Oui. J'aime ça. À travailler. Ben, ou bien en faire ta signature en disant, ben ouais. c'est comme ça. Ciao la gang! C'est ça ma signature, non? Ciao tout le monde! Tous les grands animateurs Salut. Non. ont leur signature. T'es contre ça, toi? Il y en a un signataire ici, c'est Jacques-Alexis. Moi, je ne sais pas écrire, c'est ça que je fais. OK, ben je vais travailler là-dessus. Ouais, t'es pas obligé. Ou pas. Ou pas. Peut-être pas non plus. Ça va dépendre. Tu peux jouer ça à l'oreille. C'est ça. Mais j'avais pas. Mais on remarque pas. Je n'avais pas tant remarqué. Alors voilà, nous y sommes à la croisée vers la fin. Il y en a moins devant que derrière. Messieurs, tu l'as dit. Une fois de plus, ce périple, ce voyage, ce chemin que nous avons parcouru ensemble, ce fut fort agréable. Réciproque, mon cher. My God, on sonne comme une équipe un podcast de sport. Hein? Là, on est redevenus nous-mêmes. Nous-mêmes. Voilà. C'est ce qui nous distingue. Alexandre Gascon, Marc-Antoine Godin, vous êtes nos journalistes affectés aux affaires du hockey. Lâchez pas. Merci. Ça va bien. C'est toujours un plaisir de voir. Jacques-Alexis Bernardin est le réalisateur de Tellement Hockey. Merci beaucoup, Jacques-Alexis. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez un bon week-end. Puis la semaine prochaine, pour vrai, on règle ça, la Thanksgiving américaine, parce que on va être rendu là, pour vrai. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.